Tout d'abord, bonsoir, bon après-midi, quoi. Je voudrais tout d'abord remercier les membres de la Société des spécialistes endovasculaires de m'avoir invité donc, pour parler du traitement moderne de la fibrillation auriculaire. Les progrès en ce qui concerne les médicaments concernent surtout les thérapeutiques à viser donc, pour lutter contre les accidents thromboemboliques et concerne les anticoagulants. Et actuellement, les nouveaux anticoagulants sont qu'on appelle donc l'antithrombine 2 et les antithrombines 10A. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même efficacité que les antivitamines K, mais à la différence des antivitamines K, ils imposent moins de difficultés de surveillance. Et bien sûr, leur prescription doit obéir au score de thromboembolique, le SHATS2, DS2 VASC et le H-BLED en ce qui concerne les complications hémorragiques. Le dabigatran, le rivaroxaban et l'abixaban, ce sont des médicaments qu'on donne par voie orale et vous verrez que les deux premiers surtout à élimination rénale et que apixaban peu d'élimination rénale, donc une bonne application chez les patients qui sont en insuffisance, qui ont des problèmes rénaux, l'insuffisance rénale. Et c'est un point très important, ces médicaments n'ont eu l'approbation que dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. Alors, quelles sont les avancées non pharmacologiques? Les avancées non pharmacologiques concernent surtout l'obturation ou la fermeture de l'auricule gauche. Avant, on la fermait chirurgicalement. Et on sait que la plupart des fibrillations auriculaires non valvulaires, quand il y a des complications thrombotiques, c'est au niveau de l'auricule gauche, qui, contrairement à la fibrillation auriculaire, dont le thrombus peut être aussi bien au niveau de l'auricule gauche qu'au niveau de l'oreillette gauche. Et voici le dispositif, donc c'est une ombrelle, est une ombrelle qu'on introduit donc à travers donc, le septum interauriculaire et qu'on lâche ici au niveau de l'auricule, donc il va obturer complètement, il va exclure l'auricule gauche. Et bien sûr, il faut une endotélisation comme toutes les prothèses. Voilà, après une endotélisation, elle est complètement donc recouverte de l'endocarde auriculaire. Alors les méthodes ablatives. Les tissus cibles détruits par un cathéter introduit par voie veineuse ou artérielle jusqu'aux cavités cardiaques. C'est ça le principe. Et l'ablation est un moyen de traitement radical. Donc, radical quand il vise directement l'oreillette gauche. Mais on verra que le traitement, la méthode ablative peut aussi viser la fréquence cardiaque chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire rapide qu'on n'arrive pas du tout à contrôler par le traitement antiarythmique. Et donc il visera la jonction entre l'oreillette et le ventricule qui s'appellera le auriculoventriculaire. Donc, elle consiste donc à introduire divers cathéters dans une veine du pli de laine sous anesthésie locale et à les pousser jusqu'aux cavités cardiaques où ils pourront localiser avec précision l'origine exacte et le mécanisme des anomalies de rythme cardiaque. Il y a deux types d'ablation de méthode ablative. Il y a l'ablation par courant de radiofréquence et c'est l'énergie elle est thermique. Il y a l'ablation par l'air froid et c'est la cryoablation. Donc, en ce qui concerne la fibrillation auriculaire, l'ablation par courant de radiofréquence qui est la plus ancienne et la plus qui est sujette à des progrès tout le temps, donc toujours d'actualité. Et c'est elle donc le recul, c'est avec l'ablation par thermique. Donc, qu'est-ce qu'elle vise à modifier le substrat par les cathéters irrigués. Et vous voyez que les lésions linéaires au niveau de l'oreillette gauche avec un succès à peu près de 60%. Et l'abolition des foyers initiateurs, on va voir tout à l'heure qu'on a remarqué qu'il y a des prolongements du myocarde auriculaire dans les veines pulmonaires qui sont des triggers de la fibrillation auriculaire
paroxystique focale. Et c'est la meilleure indication donc de cette ablation. Et bien sûr, il y a aussi l'ablation des foyers initiateurs, donc qui peut être électrophysiologique ou anatomique, on va voir tout à l'heure. Et on peut bien sûr viser les deux, aussi bien du substrat que des foyers initiateurs. Alors, tout le monde ne bénéficiera pas de l'ablation par radiofréquence. C'est une méthode qui a ses indications, qui peut demander 4 heures à 5 heures, et donc elle s'applique aussi aux fibrillations auriculaires symptomatiques, surtout quand il y a l'échec de plusieurs antiarythmiques, il faut que ce soit supérieur à 1, des crises invalidantes et fréquentes, donc au moins une crise tous les 10 jours, et les fibrillations auriculaires paroxystiques focales, c'est elles qui naissent au niveau des veines pulmonaires, paroxystique, donc qui est récidive inférieure à 7 jours, ou persistante au-delà de 7 jours. En ce qui concerne la fibrillation auriculaire permanente, n'est pas encore actuellement bien définie pour l'ablation dans ce cadre-là. Et chez nous au Maroc, et il faut quand même le signaler qu'on a surtout beaucoup de fibrillation auriculaire permanente dans le cadre des valvulaires. Voilà, c'est juste pour montrer donc pour l'ablation par courant de radio, l'ablation thermique, donc le générateur qui fournit donc le courant de radiofréquence. Et ça juste pour voir que ça c'est ce qu'on appelle le lasso qui permet justement de localiser l'ostium des veines pulmonaires. Et vous verrez que là, celle-là, c'est l'électrode d'ablation. Elle va essayer donc d'ablater à tous ces niveaux-là. Bien sûr en s'aidant de façon électrophysiologique par les électrodes endocavitaires. Voilà par exemple un exemple quand on a dit qu'il y a des manchons, ça c'est les veines pulmonaires, et ça c'est l'oreillette gauche, ils ont remarqué qu'il y a des manchons musculaires qui vont vers les veines pulmonaires. Cette hétérogénéité, c'est elle qui est à l'origine de cette fibrillation auriculaire justement, paroxystique, focale et résistante au traitement. Et c'est elle qui donne les meilleurs résultats. Et c'est ce qu'on appelle la déconnexion des veines pulmonaires. Donc il y a des lignes de radiofréquence autour de l'origine des veines pulmonaires. Alors, il y a eu plusieurs approches, c'est-à-dire anatomiques où il prenait les 4 veines pulmonaires et donc il y a la ligne qui entoure les 4 veines pulmonaires, ou bien 2 à 2, ou bien 1 à 1. Mais en tout cas, normalement, cette approche anatomique doit être aidée de l'approche électrophysiologique par un petit exemple. Ça, c'est l'anatomie. Donc, c'est une représentation donc, par l'IRM de l'oreillette gauche et des veines pulmonaires. Ça ne marche plus là. Monsieur? Oui, d'accord. Et des veines pulmonaires. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une déconnexion autour des 2 veines pulmonaires. Ce sont les lignes. Il y a donc un arrêt. Donc, il n'y a plus de propagation au niveau, donc, à partir des veines pulmonaires vers le myocarde auriculaire. Ou bien, ça, c'est autour de chaque veine. Hein. Vous voyez qu'il y a des lignes entre les 2 veines. Et puis, il y a l'autre que je disais tout à l'heure qui entoure les 2 veines pulmonaires 2 à 2 avec d'autres lignes. C'est juste pour vous montrer qu'ici, juste c'est intéressant, que là, vous voyez que là, c'est des cathéters qui sont multipolaires, comme celui de tout à l'heure, le lasso. Ben, il va montrer que, à un certain moment, là, c'est ce qu'on appelle le potentiel qui est dans les veines pulmonaires. Hein. Et après l'ablation, il n'y a plus de potentiel et le malade rentre en rythme régulier sinusal. Alors, par contre, il y a des complications. On a dit qu'elle est longue et il faut beaucoup d'expérience dans des équipes très expérimentées. Alors, la complication, quand même, les plus fréquentes sont les sténoses des veines pulmonaires, les tamponnades, les accidents emboliques, bien sûr, les fistules atrio-œsophagiennes. Ces risques sont beaucoup plus importants, bien sûr, chez les insuffisants cardiaques parce qu'ils ont de grosses oreillettes. C'est pour ça que l'ablation de la fibrillation auriculaire ne doit pas s'appliquer chez les patients qui ont de grosses oreillettes. Et bien sûr, il y a le décès. C'est pour
principe-là qu'elle a été découverte, ce qu'on appelle la cryoablation endocavitaire. Elle a été mise au point par une société canadienne, Cryocat Technologies, en 2011. Alors, les chirurgiens, de toute façon, cardiaques, connaissent les avantages de la congélation tissulaire. Il y a une préservation de l'architecture tissulaire environnant les cellules détruites. Et puis, merci. Et cette ablation tissulaire, dans un contexte plus sûr, plus précis, et de manière indolore. Elle n'est pas douloureuse, contrairement à l'ablation par courant de radiofréquence, il se fait sous anesthésie générale. Le froid ne perfore pas les tissus, ne crée pas les thrombus, contrairement à l'ablation thermique. L'effet du froid sur la cellule est réversible. L'architecture, comme j'ai dit tout à l'heure, est conservée. Il y a une excellente adhésion du cathéter au tissu qui optimise donc les résultats de l'ablation. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une électrode qui va réfrigérer les tissus jusqu'à moins 80 degrés par la transformation liquide-gaz du protoxyde d'azote. Et il y a l'acheminement donc du protoxyde d'azote jusqu'à l'extrémité distale du cathéter, et puis les vapeurs reproduites retournent à la console et puis sont évacuées. Voilà la console de la cryoablation. Et voilà le cathéter. Donc vous voyez qu'on a toujours besoin de transpercer le septum entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et vous voyez que le contact est très important avec l'ostium des veines, la veine supérieure, la veine inférieure. Bien sûr, avant, au fait, l'ablation par courant de radiofréquence, ce concept est venu par l'expérience chirurgicale. C'est les chirurgiens qui faisaient des lignes cardiaques, des lignes avec des incisions au bistouri, et donc ils le faisaient au décours d'une intervention chirurgicale cardiaque. Mais la condition qui était posée, parce que des lignes, vous voyez que vous verrez ici que c'est des lignes un petit peu partout, et même, vous voyez, ça c'est une veine pulmonaire, donc il faisait, ça remonte à très longtemps, donc il faisait des lignes autour des veines pulmonaires aussi, donc des lignes un peu partout, mais il le faisait uniquement chez les patients chez lesquels ils doivent arrêter les anticoagulants. Et quand est-ce qu'on peut arrêter les anticoagulants? Chez les patients qui ne nécessitent pas par la suite, donc pas de prothèse, uniquement chez les pontés, en cas de plastie mitrale, en sachant que l'oreillette gauche n'est pas trop grosse pour qu'elle fibrille. Alors la thérapie hybride qui fait un petit peu, tout le monde est content, c'est une collaboration entre l'électrophysiologiste et le chirurgien cardiaque. Donc c'est une chirurgie cardiaque à minima qu'on voit ici, avec donc la cartographie anatomique. Et donc le chirurgien, donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'aller, avec une cartographie bien sûr 3 dimensions de l'oreillette gauche, qui est réalisée pendant la procédure, et ça permet d'aller faire des ablations épicardiques au lieu de s'asseoir à l'intérieur du cœur. Donc, parce qu'il y a des foyers dans les fibrillations auriculaires qui n'est pas en intracardiaque, mais dans l'épicarde auriculaire et dans l'épicarde qui entoure les veines pulmonaires. Et les résultats sont très satisfaisants. Là, on peut le faire. On n'a pas besoin que le malade ait une indication d'une pathologie cardiaque nécessitant la chirurgie. Alors, vous me direz, bon, l'ablation du auriculoventriculaire n'est pas, en fait, un traitement moderne, mais on sait que il y a certaines fibrillations, il me reste 2 diapos, il y a certaines fibrillations auriculaires très rapides, malgré le traitement ralentisseur, ne se ralentissent pas et qui donnent de l'insuffisance cardiaque. Chez un sujet au-delà de 70 ans, ce qu'on fait, on fait les tirs, on ablate, on fait l'ablation au niveau du auriculoventriculaire, c'est-à-dire celui la fibrillation auriculaire au niveau des oreillettes, et c'est les conduites rapidement au ventricule, ça donne une myocardiopathie
rythmique, et donc on arrête la progression de l'influx des oreilles vers les ventricules, mais bien sûr, il faut terminer par implanter un pacemaker. Alors, ma conclusion, le traitement de la fibrillation auriculaire, bien sûr, vise l'éviction des complications thromboemboliques. Donc, les avancées, il y en a beaucoup dans ce contexte. Le contrôle du rythme cardiaque par les méthodes ablatives, ou surtout la méthode hybride, et le contrôle de la fréquence cardiaque, bien sûr, par les traitements médicamenteux et par l'ablation du auricule ventriculaire chez le sujet âgé. Le choix du traitement dépend, bien sûr, du type de la fibrillation auriculaire, du mécanisme de la fibrillation auriculaire et du terrain. Voilà, je vous remercie.